arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Quand j'ai annoncé le sujet de cette émission à ma chère maman, c'était dimanche. Tac ! Première réaction. Ah non, il y en a encore qui veulent nous empêcher de mourir comme on veut. Un peu de choses près, c'était ça. Donc, spéciale dédicace pour une fin de vie libre et choisie. C'est l'intitulé d'une proposition de loi qui a été débattue le 8 avril dernier. C'est le sujet de notre émission du jour. Est-ce que vous êtes pour ? Est-ce que vous êtes contre ? Qu'est-ce que c'est finalement ? Et si nous, on ne sait pas encore si on est pour ou si on est contre, et nous, c'est nous qui sommes autour de la table, une petite pensée pour Thierry qui se repose, et bien sûr, c'est vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, et même si ce n'est pas votre opinion, au moins que vous puissiez comprendre dans quelle mesure on pourrait défendre une position ou bien une autre, et c'est ça notre super objectif de ce matin. Voilà, alors il y a des détracteurs, bien sûr, de cette proposition de loi que certains qualifient de force conservatrice. La mort, certainement un sujet tabou, même si hors antenne, ça a sacrément déconné ici. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, la mort en fin de vie est déjà encadrée, bien sûr. Nous aborderons ça dans les faits et les contextes. En tout cas, c'est un sujet tabou, je l'ai dit, mais également qui suscite une émotion populaire, pas autant que le football. Mais ça, c'est encore un autre sujet avec la Super League. Mais bref, en ce moment, en tout cas, le respect de la vie du patient semble supérieur au respect de sa volonté de mourir. Et c'est justement peut-être ce que cette loi aimerait modifier. Alors, pourquoi je dis climat d'émotion populaire ? Eh bien, tout le monde connaît les situations de Chantal Sébir, Vincent Humbert, Vincent Limbert, etc., etc. Question de tour de table. Je ne vous ai pas dit bonjour encore. Oh, alors. Nous non plus. Wow. Bonjour à toi et bonjour à ceux qui nous écoutent et Bonjour. regardent. Et quand Marc me regarde avec ses Et en yeux... même waouh. temps, dans ton introduction, Oui. je peux déjà annoncer la mort de la Super League. Oui, effectivement, c'est mort-né quasiment. Mon fils m'a dit que ça serait un super sujet. Bon, bref, mais il est mort-né apparemment, ce sujet. Donc, je ne vous ai pas dit bonjour. Alors, bonjour à tous et à tous. Question tour de table. Avez-vous écrit vos directives anticipées ? C'est parti, David. Non, pas encore. D'accord. Mais c'est un bon rappel. Mais... Ah, d'accord. Anita. Alors, une réponse en 2 temps, ça te regarde ? Non, en fait, si. Elle a le droit de répondre ça. On a Voilà. convenu. Hein. Mais en fait, oui, je l'ai Eh fait, oui. puisque j'ai eu la chance, le bénéfice d'avoir une intervention importante il y a 2 ans, et que donc forcément, à ces moments-là, on est amené à répondre à ce type de questions. Et que c'était très intéressant d'y réfléchir. Ah, ok, d'accord. C'est ta meilleure réponse. Mais j'ai pris, voilà, je réponds à ta question, oui, je l'ai fait. Ok. Marc On a du mal à se réfléchit. faire entendre parfois. Hein. Oui, c'est une question et une déclaration sur laquelle j'ai beaucoup discuté avec différentes personnes, aussi dans ma réalité professionnelle, quand je m'occupais de la communication pour le diocèse de Strasbourg, parce que je crois que c'est une question importante. Je n'ai pas fait la déclaration moi-même pour l'instant, en me disant est-ce que c'est utile ou pas ? Et j'ai juste envie de dire là, je crois que c'est important de pouvoir le faire, même à un instant T, et même si on peut modifier par la suite cette déclaration, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver, et donc de pouvoir donner notre option auprès de ceux qui nous entourent, de ceux qui nous aiment, est à mon avis une bonne solution. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse concise et rapide. Comme d'habitude. Excellent. Et alors me concernant, je sais ce que c'est, j'ai creusé un coup le sujet, je n'ai évidemment pas, pourquoi évidemment, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais parce que dans ma tête j'ai toujours 20 ans. Qui a dit pas dans mon corps ? Personne. Ok, personne. Oh, il y a c'est pas bien, que dans c'est bien. ton corps. Tu C'est n'as Jimmy plus qui 20 ans. t'enquête dans ta parle tout tête. seul. Je parle tout seul, c'est incroyable. Mon esprit, en tout cas, peut-être 20 ans. C'est parti, du coup, pour les faits et le contexte. J'ai eu un peu de mal à cliquer sur le gong. Fait et contexte, aujourd'hui, c'est moi qui s'y colle. Il y aura donc la confession avec David et la question à ne pas poser qui a été prise à la débeauté par Marc. Voilà, et je connais déjà la question à ne pas poser, magnifique. Allez, fait et contexte, c'est parti. On parle de quoi concrètement ? On parle d'une proposition de loi. Donc, qui dit proposition dit que ça vient du Parlement. C'est la loi dite Falorni et Touraine, du nom de 2 députés qui la portent.
Cette proposition de loi vise une assistance médicalisée à mourir, voilà, dans des conditions très strictes, que nous reverrons, les maladies incurables, il faudra 2-3 avis médicaux, il y aura une commission, voilà. On est dans un contexte où les progrès de la médecine font que les fins de vie ont tendance à s'allonger, faut quand même le rappeler. Attention à bien faire la différence dans le fait contexte entre le suicide assisté et l'euthanasie, la loi fait bien la différence. Alors si j'ai bien compris, les deux reviennent finalement évidemment au même, mais dans un cas, c'est moi qui m'administre le produit létal, et dans l'autre, c'est-à-dire le suicide assisté, et dans le cas de l'euthanasie, c'est une personne tierce qui le fait. Voilà. À l'heure actuelle, il existe déjà un encadrement de cette capacité à entre guillemets, à accompagner mes derniers instants. C'est la loi actuelle de 2016, il y en a eu beaucoup, mais c'est la loi Claes-Leonetti. Si je dis des bêtises, bien sûr, vous me faites les gros yeux. Et celle-ci prévoit d'ailleurs une sédation, la possibilité d'une sédation profonde et continue. Voilà. Et autour de nous, en Europe, la législation a beaucoup évolué ces derniers temps. Certains disent d'ailleurs que nous sommes un peu les derniers de la classe, en tout cas les derniers à prendre cette évolution sociétale. Je vois Marc, et je comprends ou je devine pourquoi tu dodelines de la tête. En tout cas, je parle des Pays-Bas, bien sûr, de la Belgique, ça c'est plus ancien déjà, du Luxembourg, mais plus récemment de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal, là en janvier de cette année. Voilà, et puis en Suisse, c'est un peu particulier, il y a une assistance au suicide qui est tolérée. Voilà, avec certains professionnels ou certaines associations qui sont spécialisées en la matière. Alors, du coup, vous avez les anti de cette loi, les anti-euthanasie. Vous avez les partisans, dont l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui est portée par Jean-Luc Romero, vous devez connaître. Et alors, du coup, deux grandes traditions, certainement, s'affrontent autour de ce sujet. C'est typique un sujet éclairage. À la fois une tradition peut-être que certains qualifieraient de le droit individuel, voilà, donc le droit de choisir sa propre mort. Et puis bien sûr, peut-être, vous allez me contredire tout à l'heure, on verra, une tradition plus judéo-chrétienne qui ne souhaite pas qu'on lève un interdit, celui de tuer. Et puis au milieu de tout ça, il y a les soins palliatifs. Voilà, donc il y a les soins palliatifs, comment on en est aujourd'hui. Et globalement, d'ailleurs en ce moment, il y a eu un 5e plan, Olivier Véran a annoncé, Olivier Véran c'est le ministre de la Santé, le 5e plan national pour les soins palliatifs qui sont notoirement insuffisants. Donc ça vient un peu en sandwich dans notre thématique. Et puis le résultat de ce 8 avril dernier, c'est que c'était un vote dans le cadre d'un timing très serré qu'on appelle une niche parlementaire. Et puis du coup, et bien sûr, quand vous voulez faire capoter une loi, qu'est-ce que vous faites ? Vous déposez des amendements, il y en a eu plus que 3000. À noter d'ailleurs que cette proposition de loi est transpartisane. On ne peut pas dire simplement que c'est à droite qui... Non, il y a des pour et des contre dans tous les partis. Mais bon, les amendements là sont plutôt d'origine les Républicains, globalement. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas été voté, mais bien sûr, ça va revenir sur la table. C'est comme les marronniers. Voilà en tout cas pour ma modeste contribution. Peut-être un petit élément à ajouter Anita. aussi dans le reste du monde. Il me semble que l'euthanasie est autorisée en Colombie et dans 5 États des États-Unis. C'est les autres pays que j'ai pu repérer. Voilà, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Ok, merci pour ce côté worldwide. D'autres faits et contextes, des choses que j'aurais oubliées ? Alors, juste, c'est vraiment un parallèle. C'est cette question de la niche parlementaire. Je trouve ça très intéressant parce que c'est relativement nouveau. Et ça permet donc aux parlementaires de déposer un projet de loi. Une proposition de loi, pardon, c'est le gouvernement. Sur pendant une journée chaque mois. Mais ça veut dire que pendant cette journée, il faut qu'on soit en capacité, à la fin de la journée, de l'avoir votée. Sinon, elle est repoussée à plus tard. Et là, c'est intéressant. Tu le disais, il y a eu toute une action habituelle dans la réalité parlementaire. C'est 3000 amendements pour finalement faire que la montre obligatoirement oblige à ce que cette loi ne soit pas votée. Et puis, juste signifier pour nous Alsaciens que, en fait, les 4... grands déposeurs d'amendements sont des Alsaciens. C'est pas vrai. C'est Patrick Hetzel, c'est Frédéric Reiss et c'est Philippe Meyer.
effectivement, comme tu l'as dit, les Républicains, LR, qui ont déposé à eux seuls plus de 2000 amendements. Et après, on va encore dire qu'en Alsace, on est un peu, je sais pas quoi, non? Je sais pas, ça peut dire plein de On choses. est bien en Alsace. Mais moi, j'adore. Magnifique. C'est une belle région. Si Mais vous nous c'est écoutez, super la venez. précision. Venez. Donc en tous les cas, c'est pas donc un projet de loi émanant du gouvernement qui se retient un petit peu quand même de se positionner là-dessus. Oui. Au moins en termes de timing. Au moins en termes de timing. Olivier Véran a dit c'est peut-être pas le super meilleur moment. Voilà, on c'est essaye ça. de sauver des vies. Je suis d'accord, c'est vrai. Mais voilà. Donc effectivement, c'est quand même. Mais en même temps, c'est que ça, justement, ça repose certaines questions, puisque on voit les manques criants qu'il y a dans le milieu hospitalier et dans les soins palliatifs, qui font dire beaucoup qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été en réanimation quand même de façon assez inopinée et donc inanticipée. Et donc ces questions se posent effectivement aujourd'hui, se reposent aujourd'hui. Oui, parce que c'est un sujet récurrent, ça on est bien d'accord, hein, au cours de toutes les dizaines dernières années, c'est un sujet qui revient régulièrement. Oui, récurrent, c'est ça Philippe, ça revient régulièrement, c'est bien pour ta définition. Tu ne vois pas si Vanita? Non, c'est que j'étais en train de... Tu penses pas? Je pense, d'abord, si je pensais, d'abord je suis une femme, donc je pense... c'est nouveau. C'est pas... Ah, non. On va devoir couper ça sur YouTube. Non, j'étais en train de me souvenir des années et des décennies précédentes pour voir à quelle occasion ces sujets avaient été soulevés. Oui. Et c'est souvent... Alors, la dernière fois, c'était en 2016, Anita, quand la loi a été votée, la loi Leonetti, je sais plus. Claes-Leonetti, voilà, merci. Ça c'était 2016, voilà, le 2 février 2016. Et je me dis, en fait, c'est un sujet qui revient dès qu'on parle de bioéthique. Ah, ouais. Enfin voilà, c'est pour ça que je suis en train de me dire, c'est pas toujours le propos d'un projet de loi, mais... c'est un sujet qui revient quand même comme des bloops où on réinterroge cette... Oui, voilà. mais Anita, en disant cela, et c'était un des objets du débat en question, c'est effectivement le rapprochement en loi bioéthique qui était très forte. En l'occurrence, la volonté avait été à l'époque de ne pas mettre ce sujet-là dans tout le processus de légalisation au niveau des lois bioéthiques, en disant le socle offert par la loi Leonetti-Claes est suffisante aujourd'hui, et nous n'avons pas à y revenir. Et ce qui a été dit aussi par pas mal de parlementaires et qui peut poser question, c'est dans le contexte actuel dont Philippe, tu as parlé, c'est de dire quand même, on met tout en place pour lutter contre la mort, avec toute la question de la conception du rapport de la mort dans la vie. Est-ce que c'était opportun d'aussi rapidement, sur un sujet autant de fond, de se dire on se donne qu'une journée pour tenter de faire voter cette évolution très importante sur le plan culturel. Et beaucoup demandent aujourd'hui une ouverture pleine et entière d'états généraux sur cette question-là, pour prendre le temps d'y réfléchir, pour prendre le temps aussi de se concerter, même si ce n'est pas un sujet nouveau, avec l'ensemble des partis. Je peux encore ajouter 2 points sur cet aspect. Un aspect un peu émotionnel, parce que c'est arrivé au même moment. Ouais. Ça a été la mort, en se donnant la mort, de Paulette Guinchard. Exact. Députée socialiste sous Jospin, secrétaire d'État, sous Jospin, et députée socialiste du Jura. Une femme assez remarquable, et qui, devant l'impossibilité de continuer à vivre, a été en Suisse pour se délivrer des conséquences de ce qui était plus possible comme espérance. Avec beaucoup d'émotion, elle a formulé ça, puisqu'elle était défenseuse de ce droit de mourir en tant que tel. Oui. Et puis, la deuxième chose sur laquelle je voulais mettre l'accent, tu l'as un peu abordé, mais c'est quand même une différence très importante entre suicide assisté et euthanasie. Oui. Suicide assisté, c'est effectivement un acte volontaire, je vais avoir besoin d'autres, mais c'est moi qui vais m'injecter le produit létal qui va m'amener à mourir. Euthanasie, je vais demander à un autre, et en l'occurrence à un membre du corps médical. Donc c'est aussi volontaire, mais c'est pas moi qui le dis. Mais c'est un membre du corps médical, et ce qui est mis en avant, puisque dans ce projet-là, pour l'instant, l'ordre des médecins et l'ordre des infirmiers s'opposent à cette possibilité en disant « nous ne pouvons pas ». Parce que déontologiquement, c'est pas notre job. Complètement à l'encontre de notre job, nous ne pouvons pas donner la mort. Pourquoi tu as dit que c'était une femme remarquable ? Parce que ça ne me dérange pas, mais c'est une opinion. Oui, c'est une opinion, parce que d'abord, elle a sur le plan social essayé de pas mal mettre en place pendant qu'elle était secrétaire d'État. Et je trouve que dans ce qu'elle a exprimé
pour demander ce chemin vers la mort. D'accord. Elle a dit des choses, je trouve, très, très sensibles, très émouvantes. Ok, donc pour l'instant, tu t'engages pas en disant, bah tiens, moi, Marc, tu auras le droit aussi de le faire, hein, j'ai dit remarquable parce que moi, je suis plutôt partisan. Ah non, absolument pas. Ok, Absolument. très bien. D'où ma précision. Est-ce qu'on passe à la confession On va à la confesse ou non, mais on a le temps encore. Non, je veux dire Anita. qu'en fait, tu venais d'ouvrir notre sujet aussi, c'est en disant il y a des tiers dans cette question-là. Il y a la personne. Est-ce que oui ou non, Anita. je veux souhaiter de mourir? Est-ce que oui ou non, je veux que quelqu'un intervienne? Et en même temps, forcément, à ce moment-là, on est dans une situation a priori de souffrance, de maladie. Et donc, ça entraîne aussi d'autres personnes, des tiers qui sont la famille ou des amis, et puis le corps médical. Donc, en fait, on est sur une question qui va se traiter à plusieurs. Et je pense que c'est un sujet qui est extrêmement douloureux pour tout le monde, qu'on soit la personne directement concernée ou que ce soit l'entourage. Ok. Confession. C'est parti. Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. La confession. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent dans notre vie. Nous sommes propulsés dans un tourbillon incertain, depuis le mélange détonnant des chromosomes de nos parents jusqu'au retour à notre état de poussière, jusqu'à ce passage dans un état inconnu, mystérieux, impénétrable. Nous naissons et nous vivons et nous mourons. Nous entendons, nous voyons, nous ressentons, nous éprouvons, nous exprimons, nous recherchons, nous prenons, nous donnons, nous aimons, nous craignons, nous comprenons, nous oublions, nous anticipons, nous agissons, nous subissons, nous attendons, nous demandons, nous supplions, nous accueillons et nous partons. Serons-nous jusqu'au bout capitaines de nos âmes, comme Nelson Mandela aimait prononcer ces mots tirés du poème Invictus de William Ernest Henley? Serons-nous capitaines de nos âmes quand la faiblesse, la douleur et la faim proche nous assailleront? Serons-nous debout dans ces moments de doute, dans ce chemin étroit? Aurons-nous la possibilité d'être maîtres de notre destin quand notre âme verra le bout de l'horizon? Je pense que ce n'est pas craindre la mort que de vouloir y faire face debout, fièrement, noblement. La douleur, l'acceptation de la maladie et d'un lent départ seront pour certains une noblesse d'âme, d'accepter la situation dont on est prisonnier et dont on connaît l'issue et dont on espère d'autres rivages. Pour d'autres, cette noblesse d'âme sera de vouloir quitter cette vie à la proue de son existence, lucide et claire, avec ses proches, capitaine de son âme et maître de son destin. Et je me sens plus proche de cette vision-là. J'aimerais pouvoir dire un jour, que j'espère lointain, adieu à la vie, le dire avec le sourire, comme une fête, comme une célébration de cette petite étincelle d'un David de 1970 qui aura goûté le cadeau de la vie et qui sera heureux de pouvoir ranger ses affaires soi-même pour les léguer à ceux qu'il aime. C'est sans doute une vision idéalisée, évidemment. Mais pourquoi d'autres que moi devraient pouvoir décider ce qui est bon pour moi au seuil de ma vie? Pour la crainte du mauvais exemple, de créer de dangereux précédents? J'ai déjà entendu cet argument pour de nombreux sujets. Personnellement, je pense que la dignité passe par la possibilité de s'exprimer, de s'informer, de comprendre et d'accepter une situation que l'on comprend, par moi et par mes proches. Je veux pouvoir parler de la mort, de ma mort, comme une chose simple, pas dans un silence embarrassé qui se terminera dans une sédation profonde et silencieuse. Merci David. Et du coup, nous avons le même âge, apparemment. Voilà. Je ne sais pas si une vidéo fait office de déclaration anticipée. Elle reste sur YouTube. Ça fait partie des éléments, je crois. En tout cas, on rappelle à notre audience que la objectivable. séquence confession, comme son nom l'indique peut-être indirectement, donne l'occasion à celui ou celle qui l'exprime de se mouiller, de se positionner. Et c'est exactement ce qu'a fait David maintenant. Sur ce sujet, chacun est libre de se faire sa propre opinion. Moi, j'ai pas trop... c'est un sujet, de nouveau, un peu un marqueur. Hein, et je suis très souvent un peu en décalage par rapport au marqueur de David.
Et sur ce coup-là, en préparant cette émission, j'ai eu du mal, j'ai écouté les protagonistes, notamment le directeur de Alliance Vita, que je suis quand même régulièrement. J'ai pas, alors ça sera peut-être dans la partie peut-être plus spirituelle, mais j'ai pas trouvé beaucoup d'arguments, pour le coup, pour être contre cette proposition de loi, quoi. Ça me surprend moi-même, hein, juste pour vous dire. Hein. Voilà. Mais c'est votre compagnie qui me corrompt. Hein. Ça commence à bien faire, cette histoire. Hein. Voilà. En tout cas, naturellement et spontanément, en dehors du fait de chercher des interdits qu'on va certainement poser sur la table dans un instant et des conséquences, tu l'as évoqué quand même, David, un argument est maintes fois effectivement repris, mais sur le fait que ça ouvre des portes ou qu'il y a des changements sociétaux, voire anthropologiques. Hein. En revanche, et là, je pense qu'il y en a. Mais en dehors de ça, j'avoue que le discours pro de cette loi, pour une fois, m'a pas énervé, quoi. Hein. Voilà. Et d'habitude, pourtant, vous savez que je suis assez réactif, quoi. Voilà. Marc. D'abord, bon. Et après, il y aura la question à ne pas poser. La confession qui est plus un témoignage, tout à fait, une déclaration sur ses intentions de fin de vie de David sont très forts et très émouvants. Et donc, je n'ai pas à réagir ou à compléter. Ce qui me paraît, ce que tu mets en avant, c'est quand même des questions fondamentales sur notre manière. Qui nous sommes et qu'est-ce que nous sommes? Et qui nous sommes en relation à l'autre. Derrière les questions clés, c'est peut-on obliger un humain à vivre? Et cette question-là, la réponse à cette question-là, qui amène aussi la réponse à cette question d'euthanasie, c'est quels sont les contextes qui peuvent m'amener à appeler à mourir? On a parlé de la fin de vie, on a parlé de la souffrance, mais dans l'existence, il y a plein d'autres moments qui peuvent amener à cela. Et c'est toute la question du suicide. On a tendance à dire face à la souffrance, une souffrance qu'on met souvent en avant tout, j'allais dire, physique, bien sûr associée au psychique. Ouais. On pourrait demander, mais il y a d'autres moments de détresse qui amènent le suicide. Est-ce qu'on peut considérer comme tel? Voilà, ça, c'est la première question. Cette loi dit non. Hein. En tout cas, ils jurent mordicus. Oui. Non, là, c'est vraiment très précis, c'est hyper encadré. Voilà. Mais 9000 syphides par an qui réussissent. Mais deuxième question, c'est... Marc. Est-ce qu'un humain, dans le même sens, peut demander à ne plus vivre? Là aussi, David a apporté son propre témoignage et sa propre lumière. Mais c'est une vraie question. On l'abordera sans doute tout à l'heure. Pour les chrétiens, c'est de dire cette question-là, elle ne nous appartient pas. C'est finalement le cours de notre vie, c'est d'accepter aussi ces chemins-là. Et le troisième point que je voulais dire, c'est que bien évidemment, et c'était tout le cœur de la loi Claes-Henoti, et j'entends aussi ce que dit David, en disant « j'ai pas envie finalement de mourir après un long silence, un long endormissement », mais en même temps, c'était de dire quelque chose de clé, de fondamental. Il faut lutter par tous les moyens contre la souffrance, et le développement des soins palliatifs, malheureusement en France, on a de nouveau pris beaucoup de retard, est quelque chose qui permet cela, et qui permet d'être aussi un véritable soutien pour les familles. Est-ce que tu dirais que du coup, la tradition que j'ai qualifiée tout à l'heure de judéo-chrétienne, effectivement, part du postulat que la mort ne nous appartient pas? Si je reprends une expression. Tu ne tueras point. Ok, ouais, donc c'est la question clé. C'est l'interdit, ok. Donc, qui est l'objet de la question, je crois Je ne sais pas comment on mettra, puisque du coup, je suis amené à beaucoup intervenir, mais j'invite, pour ceux qui ne l'auraient pas, à lire quand même le témoignage de Philippe Pozzo di Borgo. J'avais envie de vous lire, mais c'est trop long. Donc, Philippe Pozzo di Borgo... Vous tapez sur Internet, vous allez trouver tout de suite ce témoignage. L'histoire d'Intouchable. Et je trouve... que son témoignage est très fort. Et j'ai quand même envie de vous lire une petite partie. Est-ce qu'il y a un capitaine qui gère cette émission? Il dit « En toute liberté, après mon accident, quand je ne voyais pas de sens à cette vie de souffrance et d'immobilité, j'aurais exigé l'euthanasie si on me l'avait proposée. En toute liberté, j'aurais cédé à la désespérance si je n'avais pas lu, dans le regard de mes soignants et de mes proches, un profond respect de la vie, dans l'état lamentable dans lequel j'étais. Leur considération fut la lumière qui m'a convaincu que ma propre dignité était intacte. Ce sont eux, et tous ceux qui m'aiment,
qui m'ont donné le goût de vivre malgré mon état. Ok. Oui, moi, ça me fait penser à une chose, c'est que la loi Leonetti a beaucoup illustré l'importance des soins palliatifs et de la qualité des soins palliatifs pour vraiment mettre en œuvre cette loi, puisque cette loi autorise des soins palliatifs plus forts, plus importants, mais il faut donner les moyens à la société de disposer de ces soins palliatifs. Et peut-être que je comprends cette crainte, c'est ce que j'ai un peu évoqué, c'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine façon, on règle le problème de notre manque de moyens pour mettre en œuvre une loi précédente en mettant en place une loi plus libre, mais qui finalement est juste là pour éviter de prendre en charge ce que tu dis, c'est-à-dire une vraie capacité pour les soignants et je dirais la famille qui accompagne de faire cet accompagnement dans des bonnes conditions. Et donc d'une certaine manière, effectivement, si on est soigné dans des mauvaises conditions, si on est isolé, eh bien on réclamera plus facilement de mettre fin à des jours qui sont tristes, indépendamment même de la maladie, mais simplement de subir cet isolement et cette déchéance indigne, c'est-à-dire de se retrouver abandonné, quoi, d'une certaine façon. Donc je comprends bien ce risque-là, cette question-là, mais d'avoir peur des conséquences toujours, parfois ça amène quand même beaucoup d'aveuglement et de cécité sur les situations immédiates que l'on ne veut pas voir parce que voilà, on est bloqué sur ce dilemme qui est que est-ce que la porte qu'on ouvre ne va pas aboutir à un abandon encore plus important des gens, quoi. À propos du dilemme, vous avez peut-être dû capter que lorsqu'il y a un débat sur le sujet, il y a les sondages qui sortent. Sondages, hein, donc en fonction de l'intitulé de la question posée, hein, chaque camp peut se prévaloir de l'opinion des Français en général. Vous avez peut-être dû capter. Si ce n'est pas le cas, grâce à nous, c'est le cas maintenant. Il peut y avoir un sondage qui dit que 96% des Français sont pour l'euthanasie. En fait, ils répondent à la question si vous devez choisir entre souffrir ou mourir. Voilà. Et puis, il y a d'autres sondages qui disent que la question, c'est plutôt quelles sont vos priorités pour vous ? Où est-ce qu'on doit mettre le paquet pour accompagner la fin de vie ? Et là, il y a les soins palliatifs, il y a la présence des proches, etc. Et l'euthanasie vient presque en dernier avec 24 ou 26%. Voilà. Donc, les sondages, voilà. La question... Tu n'as pas encore fait ta réponse. Manita, elle pense, on a dit. Hein. Enfin, c'est elle qui l'a dit. Comme il a annoncé la question, je me retenais jusqu'à présent. En fait, à travers les échanges qu'on a eus, on revient sur cette question... Anita. De la question de la dignité. C'est souvent ce qui est invoqué par rapport... à être pour ou contre La dignité est invoquée par les deux. Les deux camps. Voilà, la question de la dignité. Et ensuite, nous pouvons, les uns les autres peuvent venir avec des témoignages individuels. Et tu as raison, ce témoignage est vrai, il est touchant. Et nous avons parfois d'autres témoignages de gens qui ont voulu aller, qui se sont débrouillés pour aller jusqu'à la mort en changeant de pays. Et quand on écoute ces témoignages, ils sont tout aussi poignants et touchants. Donc, on sait que nous sommes sur un sujet où en réalité, j'ai l'impression qu'aucun d'entre nous ne peut être complètement affirmatif à 100%. Mais peut-être que j'ai tort en disant cela. En disant la question n'est pas si simple que ça. Et même si fondamentalement, mais on va continuer à en parler, je pense que nous devons... Je fais une différence entre le choix d'individu et le choix d'une société et le vote d'une loi. Et pour moi, ça n'est pas tout à fait la même chose de dire nous ouvrons une autoroute, nous légalisons le droit à mourir. Que de dire il y a des individus, des personnes qui à un moment donné ont fait ce choix. Voilà, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Du coup, la question n'est pas posée, elle me paraît tout à fait appropriée maintenant. Éclairage. La question à ne pas poser. Fuyez, pauvre fou! Cette question rentre dans la logique de ce que l'on a commencé à échanger, mais peut-être pour le prolonger avec plus de fermeté, j'allais dire. Oui. Peut-on transgresser l'interdit de tuer? Et si oui, puisque c'est une des réponses, dans quelles circonstances? Voilà la question que j'ai envie que l'on approfondisse ensemble. Peut-on transgresser l'interdit de tuer? C'est la question à ne pas poser du jour, qu'effectivement Marc vient de rendre explicite, mais qui était déjà en filigrane de nos propos. Voilà. Réponse rapide, d'abord, flash un peu. Moi, spontanément, ça m'embête de transgresser cet interdit. Voilà. Ouais, moi, je me pose juste une question, c'est que
si on est contre cette idée de donner le droit de tuer une personne, si on veut utiliser ce mot-là, qui est pour moi quand même un mot qui est choquant, donc qui est utilisé un peu à dessein, est-ce qu'au moment de la loi de Leonetti, est-ce que ces personnes-là étaient contre la loi Leonetti ? Est-ce qu'on peut être contre la loi Leonetti ? Et maintenant, est-ce que ces personnes-là ne considèrent pas que la loi Leonetti est une bonne loi et que maintenant la prochaine loi est mauvaise ? Tu sous-entends que la sédation profonde est une hypocrisie, que c'est une manière de... c'est une manière de tuer. C'est une manière de tuer. Voilà, hein. donc, Je rappelle, la sédation profonde et continue est permise par la loi actuelle. D'accord. C'est pas une manière de tuer quand même. Pour l'acte médical, c'est pas une manière de tuer. Non, c'est une manière d'abréger les souffrances et donc de faire que la personne sera morte plus tôt. C'est une manière de ne pas s'acharner médicalement si ça ne sert à rien. Ouais. C'est une manière de ne pas faire souffrir la personne et de l'amener par cet endormissement peu à peu à la mort. Mais une mort qu'on ne donne pas. C'est quand même une différence ô combien importante. Parce que c'était le cœur de la position de Leonetti-Iclès. C'est-à-dire, on peut se donner des moyens, mais en finale, c'est quand même la réalité de l'individu dans tous les mystères de sa vie qui aura le dernier mot, c'est-à-dire qu'il mourra par son propre chemin. Alors, pour bien comprendre, la loi Leonetti ne prévoit pas la fin des soins. Je crois qu'il prévoit la fin de l'alimentation, par exemple. L'alimentation, d'accord, on est bien d'accord que ça, c'est une façon d'abréger la vie de quelqu'un. C'est de ne pas s'acharner médicalement. D'accord, techniquement c'est quand même ça. Les notions, elles sont quand même très importantes parce qu'en finale, je ne suis pas médecin, mais j'ai lu un certain nombre, avant même de préparer cette émission, de témoignages de médecins. C'est quand même de se dire, si je pose cet acte-là, comment je vais me retrouver le soir en disant que j'ai tué avec toute l'attention que j'ai portée à l'intention de l'autre, j'ai quand même tué cette personne. Et moi qui fais tout au quotidien pour faire que la vie l'emporte, c'est une vraie question. J'avais envie aussi de faire un parallèle, parce que c'était un débat important et qui a été difficile en France. C'est le débat sur l'abolition de la peine de mort. Et on est arrivé à dire que quel que soit ce qu'a fait la personne, l'acte de punition ne peut pas être la mort. C'est ce qui a amené, finalement, l'abolition de la peine de mort. Et je crois que là aussi, c'est un acte important. C'est-à-dire que, quelle que soit notre situation humaine, on ne peut pas demander à un autre humain de donner la mort. Pourtant, je pense qu'il y a eu des justifications du fait qu'il fallait maintenir la peine de mort au nom aussi d'une certaine vision de la justice et l'application de la justice. Enfin bon, c'est marrant. On est là pour en débattre, on est tout à fait dans cette partie-là. D'où cette question, en fait, est-ce qu'on transgresse quelque chose en donnant la mort ? C'est ça, en fait, au-delà, dans ta question. C'est est-ce qu'on transgresse quelque chose ? Donc l'interdit de tuer. Voilà, l'interdit de tuer. Tu ne tueras point. Voilà, c'est ça. Donc fondamentalement, viscéralement, pour moi, oui. C'est-à-dire que c'est une transgression. Mais ce que j'ai entendu dans les débats des pour et des contre, c'est que certains viennent en disant quelle loi, quelle autorité au-dessus de l'être humain prendrait le dessus et m'empêcherait de le décider... principe supérieur. Voilà. Quel principe supérieur ? Quel principe supérieur nous empêcherait de voter cette loi-là ? Et Jésus revient alors ? Eh ben... non, pas encore. Non, pardon, c'est pas moi qui te dis. Je sais que mais j'ai bien compris. La crainte, c'est qu'il y ait une vision utilitariste de la société qui fait que les personnes qui ne sont plus utiles, il serait légitime de les faire mourir. Et je trouve que c'est quelque chose qui résonne beaucoup à ce que j'ai entendu ces derniers mois dans cette épidémie douloureuse, du statut des personnes âgées et des personnes qui risquent d'attraper la maladie et d'en mourir et des conséquences que ça peut avoir sur la société et le fait qu'on peut les sacrifier peut-être. Enfin bon, je trouve ça très surprenant, mais... mince, j'ai perdu le fil. Ouais, ce que tu voulais dire, c'est que il peut y avoir une certaine ambivalence dans les arguments. D'un côté, on dit attention, ça ouvre potentiellement la porte utilitariste. J'ai beaucoup aimé le terme que tu as utilisé. Et puis d'un autre côté, pendant la Covid, certains qui disent ils seraient morts de toute façon, ces personnes. En fait, c'est une vision négative de la société. On se dit que la société va aller toujours de plus en plus mal et qu'il faut retenir ces cascades. Et là, je sais qu'on est souvent en décalage. La dernière fois, oui, c'est ça. Effectivement, et donc, effectivement, on se pose
pose comme un rempart Ouais. sur la déchéance de la société, Ouais, c'est ça. plutôt que de se poser des questions individuelles sur des cas précis. Voilà, moi j'ai une vision plus positive de la société, ou en tout cas pas forcément négative. Et donc je n'essaye pas de faire des remparts sur une lutte qui paraît désespérée. Mais du coup, c'est quoi. intéressant pour notre audience parce qu'ils se reconnaissent peut-être effectivement. Bah oui, effectivement, moi j'ai plus une vision où je pense que la société va un peu là et je En mets tout des cas, remparts. Ouais. Ok, intéressant. Anita, et après après- Marc, et ensuite. Au-delà même de la question de la société, oui, tu as tout à fait raison, c'est bien fondamentalement aussi un regard sur la société que l'on pose quand on prend ce genre de position. C'est aussi une palette de possibles qui est ouverte aux personnes. Or, malgré tout, nous savons qu'il peut y avoir des pressions au sein d'une famille, d'un entourage, qui va pouvoir à un moment donné dire « mais mamie, papy, tu crois pas que le temps serait venu d'abréger tes souffrances ?» Moi, je crois que ces dialogues existent même dans le cadre actuel. Il ne faut pas que nous soyons hypocrites. Il y a des familles qui entourent les gens et parfois c'est un peu moins le cas. Et parfois c'est sa propre souffrance que l'on projette sur l'autre et on préférerait presque que l'autre meure, excusez-moi de le dire comme ça crûment, mais quand on accompagne l'agonie de quelqu'un de proche, à un moment donné on est très ambivalent entre se dire j'aimerais qu'il vive, j'aimerais l'accompagner, j'aimerais qu'il guérisse, et à un moment on se dit eh ben, le jour où il sera parti, la personne sera mieux. Donc cette ambivalence, elle est dans notre être profond. Parce que c'est la peur de la souffrance. Et nous ne sommes pas non plus à l'abri de situations de pression qui peuvent être faites sur une personne et qui peut interroger la personne en disant « Suis-je encore utile à ce monde et est-ce que je ne ferais pas mieux de partir ?» Et ça, est-ce que c'est du libre choix ? Je veux pas être une charge pour mes enfants, pour ma famille. Voilà, ça, c'est c'est une ça. phrase quand même qui revient assez régulièrement. Marc ? Alors, je vais essayer d'être rapide, mais ce sujet, il est passionnant pour moi, parce qu'il il est au cœur. On l'avait deviné, c'est bien, parce qu'en fonction du sujet, de la les uns et les réalité autres de montrent ce qu'est plus. notre vie. Dans ce que vient de dire Anita, David l'a abordé aussi, c'est la question de l'entourage. Dans des moments difficiles et quand on est à l'approche de la mort, la solitude face à ces grandes questions, elle est souvent très difficile. Et c'est ce que nous avons vécu avec cette crise sanitaire. C'est l'abandon, la solitude totale de personnes qui sont allées vers la mort alors que la famille souhaitait pouvoir les accompagner et n'ont pas pu le faire. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est quand même cette question-là, elle pose la question de qu'est-ce qu'est ma liberté ? Mais derrière cette question-là, c'est est-ce que j'ai fait le choix de vivre ou pas ? Non, la vie, on l'a dit à plusieurs reprises sur cette antenne, la vie est un don, ça ne dépend pas de moi. Et je trouve que, au regard de ça, ça a plein d'incidences par la suite. Et puis, dernière chose, dans mon entourage très proche, la question que tu posais, Anita, je nous la pose avec mon épouse très souvent. La maman de mon épouse est dans un état que je considère désastreux, sans plus aucune communication. Et elle s'accroche à la vie, manifestement. Et pour moi, je dis souvent, mais quel sens ça a ? Est-ce qu'il ne faudrait pas enfin arrêter ça, avec tout le poids ? Et en même temps, je suis obligé d'observer que ce regard que je porte là, la réalité de la traduction, et je ne suis pas dans la tête de la personne, c'est qu'elle s'accroche à la vie, qu'elle est encore là. Alors que dans le regard porté, pour moi, il n'y a plus rien. Et c'est même la négation de la vie. Grosse question, tout ça. Oui, et c'est vrai. Et pourtant, la personne, elle, continue à se battre. Bon, et c'est là où on est sur le sens profond de la vie et le vrai choix individuel. Le vrai choix, qui est, à un moment donné, les soignants le disent souvent, il y a parfois des personnes où elles disent, pour l'instant, elle se bat. Et où parfois même, on peut être accompagné, on peut nous dire, mais laissez partir vos parents. Et quand on nous dit ça parfois, c'est pas dans le sens de demander l'euthanasie, mais de comme se donner une liberté ou donner une liberté à l'autre de pouvoir partir. Alors bien sûr, parfois ça va jouer à quelques heures, à quelques jours, on va pas embellir les choses non plus, mais on sait que ce relationnel, cet impact, ce regard sur la vie peut aider une personne à rester en vie encore un peu plus de temps. Sans lancer le jingle, du coup, en tant que croyant, est-ce qu'il y a des arguments ou des principes supérieurs qui peuvent nous aider à nous forger une opinion, en dehors du fait d'avoir une vision de la société qui irait dans un sens ou plutôt dans un autre ? J'avoue que moi, je ne suis pas très très clair sur le coup, sur ce sujet. Moi, on a tous des situations douloureuses qu'on a connues et des questionnements comme nous l'a partagé Marc, de façon touchante Marc. Mais
pour faire le lien avec la séquence qu'on a là, en fait, c'est marrant parce que je viens de faire le lien avec une discussion que j'ai eue ce week-end sur la mort du Christ, sa résurrection, et le fait que les disciples réunis après sa mort ne le reconnaissaient pas, en fait, ne l'avaient pas reconnu. Pourquoi est-ce qu'ils ne voyaient pas son visage? Et ce mot reconnaissance m'a tiqué dans mon esprit. Pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas, ils n'ont pas reconnu Jésus à ce moment-là, alors qu'il venait de ressusciter, et qu'il a dû leur montrer les trous dans ses mains Et je me suis dit, c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas accepté l'idée qu'il allait mourir, en fait, qu'il devait mourir, il leur avait fallu du temps pour accepter le fait qu'il n'était pas venu là pour les libérer, devenir un Christ roi libérant de l'oppresseur romain, mais que son chemin devait passer par la mort et la résurrection. Et qu'ils ont mis du temps à reconnaître ça. En tout cas, sur le moment, ils étaient trop choqués et peut-être trop en colère contre lui de les avoir abandonnés. Et je fais le lien entre ça et cette réflexion qui était intéressante, avec le fait de... Parfois, on n'arrive pas à reconnaître... d'entendre, on est mal à l'aise face à cette idée de la mort et de ce qu'on doit faire et ce qui est bon et pas de faire. Et du coup, on n'entend pas, la discussion n'est pas fluide avec la personne en face, parce qu'en fait, il y a une sorte de... il y a des choses qui sont... Écoute, il y a combien de fois où on entend une personne dire « Oh, mais j'aimerais partir, j'aimerais mourir maintenant, j'aimerais... » Et en fait, comme on ne peut pas accéder à sa demande, on fait comme si on n'avait pas entendu, ou bien on dit « Oh, mais non, mais ça va, tu ne dis pas ça » et tout ça. On interdit la personne de le dire. Parce qu'en fait, on n'est pas à l'aise, parce qu'on n'a pas cette liberté, ça ne fait pas partie des possibilités qu'on a. Et moi, je vais souvent en EHPAD, j'ai voyé ma grand-mère, et j'y vais encore, et je sais que une des problématiques d'un EHPAD, c'est qu'on a quand même cette impression que ce sont des personnes qui sont dans une impasse, c'est-à-dire qu'elles sont là, de moins en moins autonomes, voilà, et les familles viennent dans un endroit qui est vu comme quelque chose qui est un peu, voilà, qui est triste, qui est dans une impasse. C'est la fin de vie. C'est ça, mais je trouve que c'est une fin de vie organisée. Oui, mais ce que je ressens, c'est qu'en fait, parfois, si on pouvait parler plus facilement de la mort dans ces endroits-là, eh bien, on serait plus détendu. Mais c'est un sujet qui est tabou dans la discussion que les membres de la famille ont avec les gens. Normalement, en tant que chrétien, c'est ce sujet qui devrait être un peu moins tabou, parce que nous avons une espérance. Il y a une autre explication au fait qu'ils n'aient pas reconnu Jésus pour moi, mais c'est pas le sujet de l'émission. Non, je ne dis pas que c'est une explication, c'est juste que ça m'a fait... Il a un corps qui a été glorifié, qui est reconnaissable un peu après coup, avec des indices supplémentaires, en fait, qui préfigurent d'ailleurs, à mon avis, notre futur corps en tant que chrétien, si on est chrétien, par rapport au ciel, je vais dire. Oui. Voilà. Pour moi, la question de... Oui, effectivement, en tant que chrétien, Anita. je pense que nous avons la possibilité de dépasser ce tabou. Et de parler de la mort, ce n'est pas de parler de la possibilité de pouvoir mourir pour moi, c'est de parler de la vie et de la qualité de la vie présente, du choix spirituel que l'on a à faire. Et je pense que parler de mort ne veut pas dire automatiquement orienter la personne vers un choix de mort. Ça peut être aussi l'orienter vers un choix de vie. Et donc, voilà, en parler ne veut pas dire automatiquement. Et ça me renvoie, en tant que chrétien, j'y reviens. Oh punaise, on est connectés. Et là où j'allais, ça vient sur ma manière à moi de réagir par rapport à ce sujet. Anita. Je suis profondément marqué par plusieurs paroles de la Bible qui nous disent la chose suivante. Voici, tu es devant le chemin de la vie, ou devant toi, il y a le chemin de la bénédiction, le chemin de la malédiction, le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Donc, il nous est dit, tu as un choix, c'est ce qui est dit. Et il y a un conseil qui est donné, choisis la vie. Et je pense qu'en tant que société, nous devons tout faire pour choisir la vie et ne pas encourager la mort, même si c'est accompagner la vie jusqu'au bout, de façon à ce que la personne soit bien un maximum. Et en disant ça, je ne condamnerai jamais une personne qui fait le choix de l'euthanasie, soyons clairs. Si quelqu'un est honnête, une bonne fois qu'il a écouté toute l'émission, je ne pense pas qu'il puisse aboutir à cette conclusion, Anita, tout à fait. Très peu de temps. Marc, donc, il nous reste 1 minute 30. Derrière la question clé, c'est effectivement la question de qu'est-ce qu'est la vie. Et je prendrai 2 moments de la passion du Christ qui m'interrogent beaucoup. Jésus a pendant toute sa vie été le défenseur de la vie, redonner du souffle et de la vie à une personne qui est en mal de vie, qui est près de la mort d'une certaine manière. Et pour autant, son dialogue avec son Père, c'est de dire « Mais est-ce que tu peux encore me laisser vivre ? Mais fais ce qu'il te semble bon de faire. » Et ça l'amènera sur la croix et la mort. Mais la mort ne vint pas, c'est la vie qui gagne. Et la deuxième chose, je suis toujours frappé sur ce personnage passionnant qu'est Judas. Judas
par sa trahison, va vers la mort. Et finalement, par son choix et sa liberté, il ne peut pas être sauvé, et Jésus ne le sauvera pas. Au moment où il passe, il ira lui-même par le choix de la mort. Voilà, pour moi, c'est des interrogations pour montrer combien ces questions-là sont complexes, mais elles ne peuvent pas être posées, me semble-t-il, uniquement au niveau de l'individu. Elles ne peuvent qu'être posées dans un ensemble sociétal, c'est-à-dire que les réponses à ces questions ne peuvent pas répondre uniquement qu'à la liberté individuelle. Alors peut-être pour terminer, puisque ça y est, il est l'heure, je repense à cette promesse. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure elle s'appliquerait à moi et dans cette situation, mais qu'aucune épreuve ne vous parviendra, ce qui sera au-dessus de vos forces. Donc je me demande en tant que chrétien, même si je suis dans un état désespéré, déplorable, en tant que croyant, je parle avec cette espérance, si normalement je n'aurais pas les forces pour ne pas considérer que la mort permise éventuellement par cette loi serait la solution. Et la solution, c'est plutôt de continuer à faire confiance à mon Créateur. Bon, voilà. Émission un peu solennelle, hein, je trouve. Voilà, mais sur un sujet... un sujet qui l'est. Qui est solennel. Qui l'est, voilà. Qui à la fois mélange l'intime et le choix de la société, qui à la fois fait appel aux émotions, aux positions, aux valeurs, et voilà, donc c'est logique aussi. Donc du coup, on a bien noté que le prochain sujet sera peut-être un petit peu différent, la Super League, il paraît. Enfin bref. Allez. Bien, voilà, à la prochaine fois alors. Allez, on remercie. Bonjour à Thierry qui n'était pas parmi nous. Et bonjour à Thierry salue. encore, bon repos et à très bientôt pour une prochaine émission. Bye. Au revoir. Salut.